Le régime méditerranéen n'est pas une invention moderne. Ce n'est ni une mode alimentaire passagère, ni une simple suite de recommandations nutritionnelles. C'est un système alimentaire complet, fruit d'une construction historique, lente, façonnée par les contraintes écologiques du bassin méditerranéen, par les échanges culturels entre civilisations et par une longue mémoire culinaire transmise de génération en génération. Il est aujourd'hui reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, aux côtés du savoir-faire des potiers ou des chants traditionnels. Mais que recouvre exactement cette notion de régime méditerranéen? Il s'agit avant tout d'un modèle alimentaire traditionnel, observé historiquement dans plusieurs régions riveraines de la Méditerranée. La Crète et la Grèce continentale, le sud de l'Italie, certaines zones rurales d'Espagne, du Maghreb, du Levant ou encore les îles comme Chypre ou la Sardaigne. Dans toutes ces régions, malgré leurs différences linguistiques ou religieuses, on retrouve des points communs, fondamentaux, dans la manière de produire, de cuisiner et de consommer la nourriture. Ce modèle repose sur quelques principes récurrents. Une forte consommation de végétaux, légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, une utilisation quotidienne de l'huile d'olive comme principale source de matières grasses, une consommation modérée de produits animaux, surtout du poisson et des produits laitiers comme le fromage de brebis, une consommation faible de viande rouge, de sucre et d'aliments ultra transformés. Mais surtout, il se distingue par une autre dimension non alimentaire, la convivialité du repas, la lenteur, la cuisine familiale, le respect de la saisonnalité et une forme d'ancrage local dans l'environnement. Ce modèle n'a pas été inventé dans les laboratoires, il s'est construit par la pratique sur des millénaires, chez les pêcheurs grecs. Le poisson grillé, les légumes braisés, les olives, les herbes et le pain de seigle composaient des repas simples et nutritifs. Chez les bergers berbères, le couscous à base de semoule complète, de pois chiches et de légumes racines, agrémentés d'huile d'olive ou de beurre clarifié, respectait les mêmes équilibres de base. En Andalousie, dans les villages de l'Alpujarra, les potagers familiaux fournissaient tomates, ail, fèves, blettes et oignons cuisinés avec l'huile d'olive du moulin local. Ce que tous ces modèles ont en commun, c'est une relation étroite avec l'environnement immédiat. Les habitants mangeaient ce que leur sol, leur climat et leur calendrier agricole permettaient de produire. Les cultures pluviales dominaient, oliviers, vignes, blé, figuiers, amandiers. Les pratiques alimentaires étaient indissociables des pratiques agricoles. Il ne s'agissait pas d'un mode de vie fondé sur la disponibilité locale, la parcimonie et l'adaptation aux ressources. Il s'agissait d'un mode de vie fondé sur la disponibilité locale, la parcimonie et l'adaptation aux ressources. Les premières traces de ce modèle remontent à la préhistoire. Avec la sédentarisation des populations autour de la Méditerranée orientale, dans le croissant fertile, l'apparition de l'agriculture, notamment de blé, d'orge, de lentilles, de pois chiches, s'est accompagnée de la domestication de quelques animaux, comme les chèvres. On retrouve déjà les bases de ce qui deviendra plus tard la trame du régime méditerranéen. Une alimentation à dominante végétale complétée par de petites quantités de protéines animales. Au fil des siècles, les grandes civilisations antiques ont chacune apporté leur contribution. Chez les Grecs anciens, l'alimentation repose sur un trépied célèbre: blé, vin, olive. Ces trois éléments disponibles dans tout le pourtour méditerranéen formaient la base symbolique et pratique de leur diète. Le pain, souvent complet, était omniprésent, accompagné d'huile d'olive, de fromage, de brebis, de légumes, de figues ou de poissons grillés. Les repas étaient simples, mais riches, en diversité végétale, et toujours pris aux communautés. Les Romains ont élargi ce modèle, notamment à travers les infrastructures. Ils ont développé les réseaux de transport, les marchés et surtout les techniques de conservation des aliments. Un produit emblématique de leur alimentation était le garum, une sauce fermentée à base de poisson, très riche en umami, utilisée comme condiment. Ils consommaient beaucoup de légumineuses, fèves, lentilles, des céréales sous forme de bouillie ou de galettes, ainsi que des légumes frais. Le vin était dilué avec de l'eau et les repas étaient pris en plusieurs services, avec un équilibre entre frugalité quotidienne et opulence occasionnelle. À partir du 8e siècle, la conquête arabo-musulmane va transformer durablement l'agriculture et l'alimentation méditerranéenne. Les Arabes introduisent des techniques d'irrigation avancées comme les qanats et les norias, permettant de cultiver dans des zones plus arides. C'est aussi à cette époque que se diversifie la palette alimentaire avec l'arrivée de nouvelles espèces, notamment
les citronniers, aubergines, artichauts, riz, canne à sucre, agrumes, épices, pistaches, épinards, etc. Ces apports vont enrichir la cuisine méditerranéenne en arômes, en couleurs et en diversité végétale. Durant le Moyen-Âge, un rôle central est joué par les monastères, qui deviennent des conservatoires vivants de savoirs agricoles et culinaires. Les moines cultivent des potagers, entretiennent des vergers, produisent du fromage, de la bière, du pain et des plantes médicinales. Ils perpétuent l'usage des produits locaux et de saison, dans le respect des calendriers liturgiques qui imposent de nombreux jours d'abstinence de viande, favorisant donc la consommation de céréales, de légumineuses et de poissons. Le bon sens alimentaire n'était pas théorisé, mais intégré dans les pratiques quotidiennes. Il s'exprimait dans des règles simples: ne pas gaspiller, ne pas manger trop gras ou trop sucré, et respecter les équilibres, cuisiner soi-même, partager. Dans l'assiette méditerranéenne traditionnelle, on trouve une composition sobre, mais extrêmement riche en saveurs, en nutriments et en bon sens. La base du régime, dans presque toutes les régions du bassin méditerranéen, repose sur les légumineuses, les céréales complètes et les légumes frais. Les légumineuses occupent une place centrale, notamment les pois chiches, les lentilles, les fèves et divers types de haricots. Ces aliments, faciles à conserver et très nutritifs, ont longtemps constitué la principale source de protéines des classes populaires. On retrouve par exemple les fèves dans la fava grecque, dans la bessara marocaine, dans les foules médam égyptiens ou encore dans les potés espagnols. Les céréales, quant à elles, étaient consommées sous leur forme la moins raffinée possible. Le blé dur était prédominant dans les zones sèches, utilisé pour le couscous ou les pâtes, tandis que l'orge, plus rustique, résistait mieux au climat aride et servait à la fabrication de galettes, de bouillies ou de pain plat. Le pain, au levain, occupait une place fondamentale, dense, nourrissant, souvent fermenté naturellement pendant des heures. Il apportait de l'énergie, tout en étant bien plus digeste que le pain blanc moderne. Les légumes frais, produits localement et consommés en fonction des saisons, étaient le cœur des repas. On préparait des plats complets à base d'aubergines, de courgettes, de poivrons, de tomates, d'ail, d'oignons, de fenouil, d'épinards ou encore d'artichauts. Ces légumes étaient souvent mijotés longuement à feu doux avec de l'huile d'olive, dans des préparations où la patience était un ingrédient essentiel. Ils n'accompagnaient pas un plat principal, ils étaient le plat principal. L'huile d'olive vierge extra, pressée à froid, est sans doute le symbole le plus évident du régime méditerranéen. Utilisée aussi bien pour la cuisson que pour l'assaisonnement, elle remplace les graisses animales et le beurre qui étaient absents ou rares dans la plupart des foyers. Riche en antioxydants et en acides gras bénéfiques, elle fait partie des rares constantes qu'on retrouve dans les cuisines de la Grèce à l'Andalousie. En passant par la Sicile, le Maghreb ou le Levant, les fruits secs occupaient aussi une place importante, non seulement pour leur apport énergétique, mais aussi pour leur facilité de conservation. Figues, raisins secs, amandes et noix étaient consommés tout au long de l'année, souvent en collation ou incorporés dans les plats salés comme les tagines, les couscous ou les plats de riz. La consommation de produits animaux était modérée. La viande rouge en particulier restait rare et précieuse, souvent réservée aux fêtes religieuses et aux grandes occasions. Lorsqu'elle était consommée, il s'agissait souvent de viande de mouton, mais en réalité, historiquement, c'est la chèvre qui a été beaucoup plus présente que le mouton ou le veau dans le bassin méditerranéen. La raison est simple, la chèvre est un animal rustique, capable de s'adapter aux terrains secs, rocailleux, escarpés, typiques des zones méditerranéennes. Elle peut se nourrir de broussailles, grimper sur les rochers, survivre là où le mouton ou la vache ne peuvent pas. On l'a retrouvée dans les montagnes du Rif, dans les îles grecques, dans le Haut-Atlas ou en Sardaigne. Son lait très riche servait à la fabrication de fromages frais ou affinés qui pouvaient se conserver plusieurs jours ou semaines. Le fromage de chèvre était donc une source précieuse de calcium, de protéines ou de matières grasses dans un environnement où les produits laitiers étaient rares. Le poisson, quant à lui, jouait un rôle important, surtout dans les zones côtières. La sardine grillée, l'anchois salé, le poulpe séché, le thon mariné ou la morue dessalée étaient des formes communes de consommation marine. Le poisson était souvent considéré comme un aliment maigre, mais nourrissant, et il faisait partie intégrante des repas quotidiens. Dans de nombreuses villes, à l'intérieur des terres, on le consommait plutôt sous forme conservée.
salaisant, séchage ou fermentation. Un autre aspect fondamental du régime est l'usage très répandu des herbes aromatiques. Au lieu de saler abondamment les plats, on les relevait avec du thym, de l'origan, du basilic, de la menthe, du romarin, du laurier, du fenouil sauvage ou de la coriandre. Ces herbes étaient souvent cueillies dans la nature ou cultivées dans les jardins. Et ils donnaient au plat une richesse aromatique incomparable, tout en ayant des vertus médicinales reconnues. Le vin, dans les régions où il était autorisé culturellement, était consommé de manière modérée, souvent au cours des repas, dilué parfois avec de l'eau. Il faisait partie intégrante du quotidien, mais sans excès. Il s'agissait du vin naturel, local, sans sulfite ni conservateur. Dans les sociétés musulmanes où le vin était absent, on retrouvait d'autres boissons fermentées ou infusées, le thé à la menthe, les tisanes ou les sirops de plantes. Enfin, pour illustrer cette composition par des exemples très concrets, la soupe au pistou de Provence avec ses haricots blancs, ses légumes d'été sans basilic, pilés dans l'huile d'olive, est un modèle de plat complet, végétal et nourrissant. Le tagine de légumes du Maghreb, longuement mijoté dans un plat en terre avec du citron confit, des olives et des pois chiches, incarne une cuisson douce, lente, respectueuse des produits. Les fèves à la grecque, cuites avec de l'aneth, du citron et de l'huile d'olive, offrent une collation riche en protéines végétales. Le hummus avec ses pois chiches, sans tahini, sans ail et son jus de citron est un classique levantin qui traverse les siècles. La paella valencienne, dans sa version pauvre, était à l'origine un plat paysan à base de riz, de légumes, de haricots et parfois d'escargots, bien loin de la version luxueuse aux fruits de mer que l'on connaît aujourd'hui. Et que dire du pain traditionnel au levain dense, fermenté, lentement, cuit au feu de bois, symbole d'une alimentation patiente et digeste. À partir des années 50, la communauté scientifique commence à s'intéresser de près à la relation entre alimentation et maladies chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires. Un des tournants majeurs dans cette exploration a été l'étude dite des 7 pays, menée par le physiologiste américain Ansel Keys. Cette étude comparative lancée dans les années 50 a observé sur plusieurs années les habitudes alimentaires et les taux de mortalité cardiovasculaire de populations vivant dans 7 pays. Les États-Unis, le Japon, la Finlande, les Pays-Bas, l'ex-Yougoslavie, l'Italie et la Grèce. Un des résultats les plus frappants de cette étude a été la découverte que la Crète, alors largement rurale, avec une alimentation encore très traditionnelle, affichait les taux les plus faibles de mortalité par maladie cardiovasculaire. Et ce, malgré un apport relativement élevé en graisse, majoritairement sous forme d'huile d'olive. Ce paradoxe a éveillé un immense intérêt. Contrairement au régime nord-américain riche en graisses saturées d'origine animale, en viande transformée et en produits sucrés, le régime crétois reposait principalement sur des légumes, des légumineuses, des fruits, des céréales complètes, de l'huile d'olive, un peu de poisson et très peu de viande rouge. Depuis cette première observation, les études épidémiologiques et cliniques se sont multipliées pour confirmer ou nuancer ces résultats. De grandes études contemporaines permettent d'affiner les connaissances. La Lion Diet Heart Study et l'étude Predimed. La Lion Diet Heart Study, menée dans les années 1990 en France, a suivi des patients ayant déjà un infarctus de myocarde. Une partie des patients a été orientée vers une alimentation de type méditerranéen. L'autre, vers un régime classique, post-infarctus, recommandé à l'époque. Les résultats ont été spectaculaires. Les décès par cause de cardiovasculaire sont réduits de 81% dans le groupe diète méditerranéenne. L'étude Predimed, quant à elle, a été menée en Espagne à partir des années 2000 sur plus de 7000 personnes à risque cardiovasculaire. L'objectif était d'évaluer si un régime méditerranéen enrichi soit en huile d'olive vierge, soit en fruits à coque, pouvait réduire le risque de maladies cardiovasculaires, comparé à un régime classique pauvre en graisse. Là encore, les résultats ont confirmé une nette réduction du risque d'infarctus, d'AVC et de décès d'origine cardiovasculaire dans les groupes suivant le régime méditerranéen. Le cholestérol est une molécule essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Il entre dans la composition des membranes cellulaires, participe à la synthèse des hormones stéroïdiennes comme les hormones sexuelles, de la vitamine D et des acides biliaires nécessaires à la digestion des graisses. Mais tous les cholestérols ne se comportent pas de la même façon dans le sang. On distingue communément deux grandes formes de transporteurs du cholestérol.
les lipoprotéines de basse densité, LDL, et celles de haute densité, HDL. Le LDL cholestérol, souvent surnommé mauvais cholestérol, tend à se déposer sur les parois des artères, favorisant leur durcissement et l'apparition de plaques d'athérone, principal facteur de risque des infarctus et AVC. A l'inverse, le HDL cholestérol, appelé bon cholestérol, joue un rôle de nettoyeur. Il récupère l'excès de cholestérol circulant et le ramène vers le foie pour qu'il soit dégradé. Ce n'est donc pas le cholestérol lui-même qui est bon ou mauvais, mais la manière dont il est transporté dans le corps. Le régime méditerranéen, grâce à sa richesse en acides gras monoinsaturés, notamment dans l'huile d'olive, et en fibres solubles présentes dans les légumes, légumineuses et céréales complètes, a montré sa capacité à faire baisser le taux de LDL tout en augmentant le HDL, contribuant ainsi à une meilleure santé cardiovasculaire. Mais les bénéfices ne se limitent pas au cœur. Plusieurs études longitudinales ont montré que ce régime est également associé à une réduction du risque de diabète de type 2. L'indice glycémique global de l'alimentation méditerranéenne reste faible grâce à l'abondance de fibres, aux céréales peu raffinées, à la consommation modérée de fruits et à l'absence quasi totale de boissons sucrées. Ces éléments ralentissent l'absorption du sucre, réduisent les pics d'insuline et protègent à long terme contre la résistance à cette hormone. D'autres recherches suggèrent aussi une diminution du risque de certains cancers digestifs, en particulier les cancers colorectaux et gastriques. Cela peut s'expliquer par l'action combinée des antioxydants présents dans les fruits et légumes, des acides gras, monoinsaturés et de l'huile d'olive, ainsi que par l'absence de viande transformée. La viande de chèvre est souvent considérée comme l'une des viandes rouges les plus saines, tant sur le plan nutritionnel que physiologique. Comparée au bœuf, au mouton ou même au porc, elle est significativement plus maigre, avec une teneur en graisse totale et en graisse saturée bien plus faible. Elle fournit une quantité élevée de protéines de qualité, tout en contenant moins de cholestérol. De plus, la viande de chèvre est riche en fer héminique, facilement absorbable ainsi qu'en zinc, en vitamine B et en acides aminés essentiels. Historiquement, les chèvres ont été plus présentes que les bovins dans les régions méditerranéennes pour des raisons d'adaptation écologique. Elles résistent mieux à la chaleur, aux terrains accidentés et nécessitent moins d'eau et de fourrage que les grands ruminants. Leur élevage extensif, souvent en parcours libre, donne une viande moins grasse. Enfin, le régime méditerranéen semble aussi jouer un rôle protecteur contre le déclin cognitif. Des études, notamment sur des populations âgées, ont observé une réduction de risque de développer des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou certaines formes de démence. Les mécanismes proposés sont multiples: meilleure santé vasculaire, cérébrale, réduction de l'inflammation systémique, protection des neurones par les polyphénols présents dans l'huile d'olive, le vin rouge ou certaines herbes aromatiques. Ces constats contrastent fortement avec les tendances alimentaires dominantes dans les pays occidentaux industrialisés, où l'on observe une consommation excessive de sucre rapide, notamment dans les sodas, pâtisseries, céréales industrielles, de sel, souvent caché dans les produits transformés, de graisses saturées, présentes dans le beurre, charcuterie, produits laitiers riches, et de graisses trans, margarine, produits de boulangerie industrielle. Ces régimes, souvent appelés occidentaux, sont associés à une augmentation continue des maladies métaboliques. Obésité, diabète, hypertension, maladies cardiaques et certains cancers. Il convient de préciser que les bénéfices du régime méditerranéen ne sont pas liés à un aliment magique, mais bien à une combinaison cohérente d'éléments, à une synergie entre les composants, et surtout à une manière de s'alimenter qui repose sur la diversité, la modération et la proximité avec les produits bruts. Aujourd'hui, ce modèle entre en résonance avec les réflexes sur les systèmes alimentaires durables et partage de nombreux traits avec d'autres traditions alimentaires anciennes qui ont également démontré des bénéfices environnementaux et sanitaires. Le régime d'Okinawa, au Japon, basé sur les tubercules, le poisson et les légumes. Les pratiques des communautés rurales éthiopiennes centrées sur les céréales locales comme le teff, ou encore les régimes andins traditionnels, fondés sur la pomme de terre, le quinoa et la diversification des cultures en altitude. Tous ces modèles montrent qu'un régime alimentaire ne peut être dissocié de son écosystème agricole et culturel. C'est cette cohérence globale entre ce que l'on cultive
et ce que l'on mange, et la manière dont cela s'inscrit dans le territoire qui fait du régime méditerranéen bien plus qu'un simple ensemble de recettes, un système de vie enraciné dans la nature. Aujourd'hui, face à l'uniformisation des habitudes alimentaires et à la montée des maladies liées à la malbouffe industrielle, de nombreuses initiatives cherchent à faire revivre l'esprit du régime méditerranéen, comme une réappropriation éclairée d'un patrimoine vivant. En Italie, le mouvement Slow Food, né dans les années 80 à Bra, de le Piémont, a été l'un des premiers à structurer cette renaissance. Il s'agit d'un réseau international qui défend une alimentation bonne, propre et juste, mettant l'accent sur les produits locaux, la biodiversité agricole et les savoir-faire traditionnels. Des présidia Slow Food ont permis de redonner vie à des variétés anciennes de légumes, de céréales ou de fromages, souvent oubliés, mais adaptés au climat et au sol méditerranéen. Dans plusieurs pays du bassin, des fermes agroécologiques réapparaissent ou se modernisent. Au Maroc, des coopératives locales valorisent l'huile d'argan, les olives de Bnimlal ou les figues d'Aknol, en liant production respectueuse de l'environnement et inclusion sociale. En Crète, des exploitations familiales maintiennent des cultures en terrasse, associant vignes, oliviers et légumineuses, comme le faisaient leurs ancêtres. En Andalousie, au sud de l'Espagne, des projets d'agriculture régénérative réintroduisent des pratiques de couverture végétale, de rotation des cultures et de réduction du travail du sol. L'éducation joue également un rôle ancestral. Dans plusieurs régions, des programmes pédagogiques ont été mis en place dans les cantines scolaires pour reconnecter les enfants à leur culture alimentaire. Des potagers scolaires permettent d'enseigner les cycles de la nature, la saisonnalité des produits et les gestes simples de jardinage. En Italie, en France, mais aussi en Tunisie ou en Grèce, ces initiatives sont soutenues parfois par les collectivités, parfois par des ONG ou des fondations privées. Sur le plan économique, la valorisation des produits à appellation d'origine protégée, AOP, constitue un levier important et permet de préserver des pratiques agricoles spécifiques tout en assurant un revenu juste aux producteurs. L'huile d'olive vierge extra de Kalamata, en Grèce, le fromage Pecorino Sardo, Sardaigne, les figues séchées d'Orsal-Kbir au Maroc, encore les amandes de Majorque en Espagne. En sont des exemples concrets. Enfin, la cuisine méditerranéenne connaît une relecture contemporaine grâce à une nouvelle génération de chefs qui, tout en respectant les produits du terroir, les réinterprètent à la lumière des enjeux actuels. Saisonnalité, réduction du gaspillage, sobriété énergétique, valorisation des protéines végétales. Des chefs comme Yotam Ottolenghi, d'origine israélienne, Alain Ducasse en France, ou Nadia Samout en Provence, proposent une gastronomie inventive, ancrée dans le sol méditerranéen, mais tournée vers l'avenir. Cette approche a aujourd'hui des échos dans les travaux des sciences de la durabilité. De nombreuses études confirment qu'un système alimentaire durable ne peut se limiter à des recommandations nutritionnelles. Il doit intégrer les dimensions agricoles, culturelles et environnementales. Dans ce cadre, le régime méditerranéen est souvent cité en exemple pour sa faible empreinte carbone, sa résilience climatique et son équilibre entre culture vivrière et biodiversité. On retrouve cette logique dans d'autres régions du monde, dans l'île d'Okinawa au Japon, chez les peuples autochtones des Andes ou dans certaines zones rurales d'Éthiopie, où les régimes alimentaires traditionnels associent aussi frugalité, diversité végétale et lien au terroir. Mais tous ces systèmes partagent une même vulnérabilité. Leur érosion rapide face à l'urbanisation, à l'industrialisation agroalimentaire et à la standardisation des goûts. Dès lors, la question posée en conclusion n'est pas seulement « que mangeons-nous ?», mais comment pensons-nous ce que nous mangeons? Car manger est un acte quotidien, mais aussi un acte agricole, économique, politique et culturel. Ce que nous mettons dans notre assiette façonne directement ou indirectement les paysages, les pratiques agricoles, la santé publique, les relations sociales et même les flux migratoires. Le régime méditerranéen, dans sa forme la plus complète, nous rappelle une chose essentielle. La sagesse populaire qui l'a bâtie n'est pas dépassée. Elle est un levier d'avenir, à condition de la comprendre comme un système vivant, adaptable et enraciné dans un rapport équilibré entre les humains et leur milieu.